enseigné dans une université américaine, quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. Mais pour revenir sur la question que vous posiez tout à l'heure, peut-être dans les erreurs, bon, vous me direz que c'est facile aujourd'hui, en tout cas à la place où on est, peut-être d'essayer de comprendre ou de se mettre à la place de Laurent Gbagbo. Je voudrais revenir également sur ce que Génie a dit. Je pense que Laurent Gbagbo a peut-être joué, comment dire, l'opinion publique contre la communauté internationale. L'opinion publique contre la communauté internationale, et c'est peut-être là qu'il a fait une erreur. Il a joué l'opinion publique ivoirienne, notamment l'opinion publique d'Abidjan. Il ne faut pas oublier qu'il est arrivé en tête à Abidjan. Mais l'application, contre la communauté internationale. Et ça, c'est un jeu qu'il a perdu. Mais cette opinion publique ivoirienne, comment a-t-elle perçu l'intervention de l'Union africaine? Parce qu'on parle quand même d'Africains à ce niveau-là. Ils étaient raillés, hein. Chaque fois qu'ils allaient voir Laurent Gbagbo, ils étaient raillés à la sortie de l'audience avec Laurent Gbagbo. Donc ça veut dire que la marge de manœuvre était dès le départ étroite. Non, mais je pense que l'Union africaine a été courageuse. C'est-à-dire que c'est vrai que c'était dur au départ, mais ils sont quand même dit, là, il faut quand même qu'on y aille. Bon, mais c'est un peu l'effet miroir. Tu as demandé à un président africain mal réélu de quitter le pouvoir, tu es dans la même situation que lui, ou alors tu as une élection 1 an plus tard ou 6 mois plus tard, forcément tu n'as pas de poids, tu ne peux pas lui dire quitte le pouvoir, il va dire mais pourquoi, on est pareil, tu n'as pas de leçon à me donner. Et Frédéric, surtout cette histoire, pardonnez-moi, c'est cette histoire de certification. Alors ça, je peux vous dire une chose, c'est que ça a provoqué un vent de panique dans un certain nombre de présidences africaines où les gars ont commencé à se gratter la tête en se disant « c'est quoi cette histoire? Depuis quand les Nations Unies certifient des résultats ?» Parce que là, messieurs, je ne voudrais pas polémiquer. Le paradoxe, c'est que la situation... Parce que là, effectivement, si les Nations Unies se mettent à certifier des élections, les petits contentieux électoraux qu'on règle en famille, comme ça, à la palabre, ça ne marche plus. Ça ne peut plus marcher. Le pays est pris en otage d'une certaine manière, puisque, bon, on voit qu'à la fois les initiatives se multiplient sur le plan diplomatique, l'Union africaine. J'imagine que la CEDEAO essaie aussi de poursuivre tant bien que mal ce qu'elle avait entamé. Et la population dans tout ça, je veux dire, elle vit ça de manière un peu surréaliste, non? La population, si je voulais être cynique, sauf que j'ai des scrupules parce que la situation était grave et elle s'est soldée par des centaines, voire des milliers de morts. Malheureusement. Mais en fait, la population, on lui a demandé de sortir de sa boîte le jour du scrutin, à 2 tours, et puis après, on lui a demandé de s'écarter et qui allait massivement voter. C'est le seul côté positif de cette élection présidentielle à mes yeux, qui a été terriblement mal organisée. Ça a été la mobilisation populaire. Ça c'est un signe qu'aucun homme politique ivoirien n'a voulu analyser à sa juste mesure. C'était le ras-le-bol de la population ivoirienne et des Ivoiriens. Des guéguerres politico-militaires depuis 10 ans. Dont ils subissent les conséquences. Donc la population, elle se retrouve prise en otage. Il ne faut pas oublier que Alassane Ouattara a demandé à ce qu'on mette en place un blocus économique hermétique autour de la Côte d'Ivoire, que Alassane Ouattara, depuis l'hôtel du Golfe, envoie des demandes aux agents de l'État, aux fonctionnaires qui servent l'État, qui ne servent pas Laurent Gbagbo, de ne pas continuer à travailler et de cesser d'obéir aux demandes qui viendraient de la part de Laurent Gbagbo et de son gouvernement. Donc on ferme les banques. On empêche les navires de quitter le port d'Abidjan ou d'arriver, ça pose des problèmes sanitaires énormes. Et puis il y a aussi le gel des avoirs de Laurent Gbagbo et de sa famille. La population paye un très très lourd tribut. C'est l'escalade militaire. Est victime des exactions qui se multiplient. Donc c'est l'escalade militaire et, ma foi, les combats se durcissent dans une violence extrême. Et c'est le coup de théâtre. Le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo et son épouse Simone sont arrêtés dans leur résidence. Magnéto. Ces images, c'est l'un des combattants lui-même qui les a filmées. Le fusil dans une main, la caméra dans l'autre. Les hélicoptères français viennent de tirer leur dernière salve sur la résidence de Laurent Gbagbo. L'histoire est en train de basculer. Les membres du commando mystique, c'est ainsi qu'ils se sont baptisés, sont à l'entrée du bâtiment. Quelques rafales, et bientôt les voilà à l'intérieur.
c'est Hervé Touré, le commandant Vétio de son nom de guerre. Les portes sont fermées à double tour. Elles ne résistent pas longtemps. Au rez-de-chaussée, personne. C'est au sous-sol qu'ils trouveront Laurent Gbagbo. Parce qu'ils ont ordre de le prendre vivant et de s'assurer que personne ne tente de le tuer, ils lui font enfiler un gilet pare-balles et mettre un casque. Laurent Gbagbo paraît dans un état second, sous le choc, mais soulagé sans doute de ne pas avoir été abattu par les membres du commando. Sur son passage, on s'interroge, est-ce bien lui vraiment? Oui, aucun doute. Simone, sa femme, n'a pas droit aux mêmes égards, on l'insulte et on la frappe. Très vite, on les conduit à l'hôtel du Golfe, le QG d'Alassane Ouattara. Pour le commandant Vétio, le combat n'est pas terminé. Il traque les derniers partisans de Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui encore n'ont pas déposé les armes. Il n'y a pas de raison de continuer de soutenir Gbagbo, parce que lui, il est déjà là aux arrêts. Voilà, je crois que ce serait jouer quand même les téméraires que de vouloir défendre une cause qui n'existe plus, qui a perdu l'avance. Et malgré tout, il en reste encore. Ouais, malgré tout. Sur le court de tennis de l'hôtel, de nouveaux prisonniers, des miliciens, des mercenaires affirment leur gelure. Comme Laurent Gbagbo, au nom duquel ils se battaient, ils ont eu de la chance. Ce 11 avril aurait bien pu être leur dernier jour. Quand on regarde ces images, on se pose une question. Francis Kpatinde, est-ce que la France et l'ONUCI sont sortis de leur mandat? Ce document est intéressant, mais il y a plus intéressant, et c'est les plans manquants. Dites-nous tout. Voilà, c'est tout ce qui a précédé juste avant et qu'on ne tourne ça. Et ça, on espère que l'histoire, peut-être dans quelques années, nous apportera les plans, les coupes qu'il y a eu dans... Parce que, en fait, aujourd'hui, plus personne ne nie qu'il y a eu les forces françaises qui sont allées, et puis après, pour le décorum... Qui ont donné un sacré coup de main quand même. Voilà, qui ont donné un sacré coup de main. Et qui, à la fin, pour les caméras, on dit, bon, allez, vous les Africains, mettez... Vous êtes en train de nous dire qu'il y a eu une mise en scène, là? À peu près. Oui, moi je... On n'en est pas loin. Aujourd'hui, c'est... Eugénie Diki, oui. Mise en scène ou pas, de toutes les manières, ce qui est arrivé là, pour Laurent Gbagbo, symbolise un peu, caricature un peu la triste fin de nos chefs d'État africains. Il ne faut pas oublier que quelques mois avant, on a vu une élection en Guinée-Conakry où on pensait que Sékou Dalein Diallo allait l'emporter. Et puis la situation, les urnes ont décidé que ce serait Alpha Condé, et Sékou Dalein Diallo a accepté la défaite pour que son pays, justement, qu'il n'y ait pas une guerre civile. Laurent Gbagbo, je le pensais suffisamment intelligent, pour accepter donc la proposition de l'Union africaine, la CEDEAO, de quitter le pouvoir, d'aller aux États-Unis. Il aurait même pu revenir pendant 5 ans, empêcher Alassane Ouattara de faire son travail, et puis il serait revenu comme un héros. Après tout, 4 ans, 5 ans, c'est rien dans la vie d'un président. Et tous les présidents africains ne retiennent jamais la leçon. Vous avez d'autant plus raison que moi je reste convaincu que si effectivement il était parti, la partie aurait été jouable. S'il était parti... S'il avait accepté sa défaite, s'il avait accepté sa défaite et s'il avait quitté la Côte d'Ivoire pendant 1 ou 2 ans et puis après revenir en tant que responsable de l'opposition... Qu'il a entêté à s'accrocher. Il y a bien... un ressort. C'est une maladie propre au chef d'État africain. J'y suis, j'y reste. Voilà, j'y suis, j'y reste. Il y a le côté chef, c'est-à-dire que même lorsque l'Union africaine intervient quand j'ai les attributs du pouvoir, je ne les lâche pas. Je ne les lâche pas. Mais quand vos pères viennent vous dire, écoute, laisse tomber, vas-y, mais tu auras je pense l'immunité. que peut-être la question est taboue, mais puisqu'on est là pour se dire les choses. C'est l'autre vérité. Moi, je pense que c'est l'autre vérité, effectivement. Je pense que la question principale aussi, et c'est pour ça que la Côte d'Ivoire est passée aussi est passé à autre chose. Le fait que Alassane Ouattara soit président de la Côte d'Ivoire, il est quand même considéré pour beaucoup d'Ivoiriens, même pour Gbagbo, comme un Burkinabé, il ne faut pas s'en cacher. Dans les bars, on dit, on ne va jamais accepter qu'un Burkinabé, celui qui travaille dans les champs, soit notre président. Ce débat n'est pas dépassé? Il n'est pas dépassé. Moi, j'écoute les opinions africaines, je vous assure que c'est toujours ça. Donc, la Côte d'Ivoire, bon gré, mal gré, est obligé de passer donc à une autre vitesse. Et l'avantage, c'est que, qu'il soit le candidat le candidat de la communauté internationale ou pas, Alassane Ouattara, il veut gagner, il veut se mettre au travail. Il se met au travail de toute manière. Il faut qu'il prouve qu'il est président et pas pour rien.
Frédéric Dors, pourquoi dit-on qu'Alassane Ouattara était le candidat de la communauté internationale? Est-ce que ça n'a pas conforté finalement Laurent Gbagbo dans son discours de dire voilà, il y a des relents néocoloniaux, etc. Et voilà, on y est, on veut nous imposer un schéma, au-delà du fait qu'il se soit accroché? Oui, moi je vais revenir là-dessus, je voudrais juste compléter un ou deux points. Pourquoi, je ne suis pas dans la tête de Laurent Gbagbo, mais pourquoi il est resté droit dans ses bottes jusqu'à la fin, jusqu'à cette triste fin qu'il ne méritait sans doute pas. Je pense parce qu'il a fait, on ne l'a pas évoqué encore depuis le début de ce débat, je pense qu'il a fait une mauvaise appréciation de l'environnement militaire. Et je pense qu'il n'a jamais imaginé que la France interviendrait militairement dans les airs et au sol pour intervenir et pour le chasser du pouvoir. Et donc il pensait qu'avec les moyens qui étaient à sa disposition, il pouvait résister à une confrontation dite classique. Et là, ce qu'on a vu, et je suis d'accord avec Francis, ce qu'on n'a pas vu, c'est l'intervention massive des troupes françaises, aériennes et au sol, qui ont permis de faire basculer les choses et de capturer Laurent Gbagbo. Si la France n'était pas intervenue au sol et dans les airs, vraisemblablement, la situation ne se serait pas achevée comme ça. Donc je pense que ça a été une des erreurs commises par Laurent Gbagbo et ses chefs militaires qui n'ont peut-être jamais imaginé qu'une intervention extérieure pourrait... Péché d'orgueil et de confiance. Francis Patindé. Ils avaient tellement d'armes. Oui, absolument. Ce que Génie disait tout à l'heure, voilà. Je crois que ce que Génie disait tout à l'heure était vrai. J'ai le sentiment que Laurent Gbagbo aurait quitté le pouvoir si ça avait été quelqu'un d'autre que Ouattara. Je crois que foncièrement, il est persuadé que ce monsieur ne mérite pas le pouvoir, pas seulement pour cette histoire de Burkinabé, mais également parce qu'il considère qu'il est le père de la rébellion. Et que ceux qui lui ont gâché ses mandats successifs... Qui ont fait qu'il n'ait pas pu travailler. Qu'il n'a pas pu travailler, que c'était Ouattara, qu'on a toujours dit que c'était Soro ou d'autres personnes, mais que le père spirituel et le père réel de la rébellion, c'était Ouattara. Donc il estimait qu'il n'avait pas à lui donner le pouvoir. Heureusement, il est vivant. Il je pense aussi, il le doit aussi en partie à Ouattara. Je veux dire, si on compare deux tristes fins, celle de Kadhafi et celle de Gbagbo, c'est vrai que il aurait pu se passer quelque chose. N'anticipons pas sur la deuxième partie de notre débat. Si vous le voulez bien. Il a raison. Alors, je pense que c'est important. Oui, Avant qu'on aille au prochain document, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que même s'il n'avait pas été arrêté de cette façon-là, il serait peut-être mort de faim. Parce qu'il avait beaucoup d'armes, Gbagbo, mais il était pratiquement mort de faim. Lui, ainsi que sa maman et tous ceux qui étaient avec lui. Donc, quand on prépare la guerre, il faut avoir des armes, bien sûr, mais il faut aussi avoir de quoi manger. On l'aura bien compris. Laurent Gbagbo, donc, c'est d'une certaine manière mis à dos, on va dire, la communauté internationale, indépendamment du fait qu'il s'est senti dans son bon droit, notamment en estimant que cette victoire était la sienne. Nous avons pu observer que la CEDEAO et l'Union africaine sont intervenues à un moment donné dans le processus pour essayer de trouver une voie de sortie. Malheureusement, ces deux tentatives n'ont pas abouti. La fin tragique, allais-je dire, de Laurent Gbagbo, on l'a vu tout à l'heure dans les images, explique cela. Nous arrivons donc au terme de la première partie de notre débat, chers téléspectateurs. Nous allons nous retrouver après la pause.